non, tes drones ne vont pas réussir à remplacer le printemps. On n'a pas encore trouvé la sortie de ce bâtiment. On pourrait très bien imaginer de creuser un tunnel, justement. Est-ce qu'on est foutu? Et nous voilà coincés dans cette dentelle infernale de béton et d'acier, à la fois sublime et dégueulasse. Je sais pas pourquoi je me retourne vers toi quand je dis sublime et dégueulasse. Je parlais du lieu. Hein. D'accord, je suis rassuré. C'est quand même un plaisir de te retrouver, Vincent. Écoute, plaisir partagé, mon gars. On fait comme Carlito et McFly, on se met en marche? Allez. Ok. Bon. Bah, tu te rappelles, hein, il y a 2 ans, presque jour pour jour d'ailleurs, on avait eu une discussion ensemble, assez importante pour nous, sur le mouvement climat, sur les moyens d'action, sur les marches, est-ce que ça marche ou pas? Ouais. On s'est planté. On s'est planté, c'était il y a 2 ans. Là, on est dans un contexte bien différent aujourd'hui. Le mouvement climat, on le cherche un petit peu, on se demande s'il existe encore. Et pourtant, des grandes décisions majeures sont en train d'être prises là, au moment où on parle, qui vont définir notre avenir. Les problèmes sont de plus en plus grands et notre capacité d'action est de plus en plus petite. On est un peu coincé dans les structures, hein, d'où l'idée de ce lieu dans lequel on déambule aujourd'hui, qui fait un peu penser au film Brasil ou à la maison de l'administration dans Astérix. Ouais. On est un peu écrasé comme ça par le poids des structures. Du coup, moi, en fait, la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui, c'est simplement, est-ce qu'on est foutu? C'est vrai, c'est ça la question. Est-ce qu'on est condamné à l'impuissance politique? Qu'est-ce qu'on peut encore espérer aujourd'hui en 2021, partant de crise sanitaire, avec un monde de demain que tout le monde espérait, plus décroissant et résilient? Que les tribunes n'ont pas suffi à créer, finalement? Non, effectivement. Comme disait, je crois que c'était Serge Elimi qui écrivait dans une tribune, justement, à un moment, c'est très bien les idées, mais il faut que des mains s'en mêlent. Ah ouais. Où sont les mains? Je suis tiraillé. Je suis tiraillé entre l'envie de tout arrêter, tu vois, genre de dire fuck, on a perdu l'espèce d'examen qu'a passé l'humanité, tu vois. On aurait dû prendre conscience d'un truc énorme et tout changer et on l'a pas fait. Et du coup, genre un espèce de fais chier, genre j'abandonne et tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce mood-là. Et en même temps, la perspective de se dire putain, mais c'est maintenant que les décisions sont prises et j'ai envie de m'engouffrer dans la brèche, quoi. C'est ça qu'on a promis dans nos vidéos pendant le confinement, de se dire essayer de s'engouffrer dans la brèche. Et de plus en plus, je commence à comprendre qu'est-ce qui nous manque pour nous engouffrer dans la brèche. On ne sait pas trop comment se saisir de moments comme ça d'accélération de l'histoire alors qu'on les attend énormément. On compte dessus pour marquer des points. Et en face, moi je suis frappé de voir que tout est en place pour créer leur monde d'après. Plein de commentaires sous mes vidéos parlent du projet de Davos, de ce New World Order, etc. Le grand restart. Ouais, voilà, le grand reset. Et le prennent comme une preuve que tout est prévu. Alors que non, justement, là, il y a une erreur de compréhension de ce qui se passe. C'est que le moment où il y a une crise, tout camp confondu, que ce soit les libéraux ou même la gauche, c'est un moment de faire avancer nos idées. C'est un moment de remporter des victoires, de grignoter du territoire, en fait. Et le camp adverse est bien mieux organisé que nous et a déjà réfléchi à ce qu'il essayait d'obtenir. Et nous, pas trop. C'est un truc très important, hein, cette idée que... on parle beaucoup dans nos mouvements de radicalité. C'est même une critique qu'on essuie souvent. On nous traite d'utopistes, de radicaux. Mais fondamentalement, nous, avec nos ZAD, nos petites occupations, nos boycotts et nos grèves pour le climat, on est des bisounours à côté des bulldozers qui défoncent des forêts entières pour aller faire des forages miniers. À côté de Bouygues qui veut installer des cités marines avec des gratte-terre, des gratte-ciel et des gratte-mer. Enfin, la radicalité et l'utopie, elle est clairement dans le camp d'en face. Et en face, ils sont organisés, ils sont structurés. Les structures, elles sont... à la fois, on a l'impression qu'elles menacent de s'effondrer à tout moment et en même temps, elles tiennent. Elles sont terriblement résilientes. Elles sont terriblement résilientes et résistantes. Il y a une production énorme de pensées et d'idées pour justement construire d'autres façons d'habiter ce monde. Que ce soit en matière d'alimentation, d'habitat, d'urbanisme, de démocratie aussi, de comment reprendre part à la politique, de comment se réapproprier l'organisation de la vie en commun. Si on devait faire une bibliothèque de toutes les alternatives possibles à ce monde délétère,
on aurait une bibliothèque de la taille de tout Bruxelles ou peut-être de tout Paris, quoi. Et les 3/4 de chacun de ces volumes seraient alignés dans ce qu'ils essayent de dire. Il y aurait des moments où ça bifurquerait entre une vision anarchiste, une vision communiste, une vision... Voilà. Il y a des bifurcations, mais elles se font à un temps qui est relativement tardif vis-à-vis de la prise de conscience de ce qu'on veut qui s'arrête maintenant. Et ça, par contre, je te rejoins, on ne sait pas encore complètement. Certains le savent sûrement et ont peut-être pas les moyens de le réaliser, mais comment faire pour passer de nos visions utopiques, de notre désir pour quelque chose d'autre, à la création de cet avenir. Parce que, voilà, comme tu le dis, il y a les Gilets jaunes qui ont déjà rédigé leurs revendications de manière extrêmement claire. Il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a aussi un projet général. Tu as Negawatt qui a aussi des projets de transition. Tu as à peu près... Enfin, ouais, tout existe déjà. On sait ce qu'il nous faut, on sait ce qu'on veut, mais on n'arrive pas à le créer. Et entre autres, je pense, parce qu'on ne connaît pas aussi finement, collectivement, les structures de pouvoir que nos adversaires, eux, peuvent exploiter et exploitent. Nous, on ne sait pas qu'il y a une personne actuellement au sein du ministère de notre gouvernement en France qui a décidé de faire rentrer la baisse des émissions de CO2 de notre pays due à la pandémie et au Covid, à l'arrêt de l'économie, comme étant le résultat des bonnes mesures prises par le gouvernement. Il y a quelqu'un, là, qui est en train de prendre cette décision de fausser ces chiffres et de raconter cette fausse histoire à tout le monde. Et moi, cette personne, il faudrait que tout le monde la connaisse. Il faudrait que tout le monde connaisse son nom, son prénom, de manière à ce que ce genre de choses ne soit pas possible et que ce soit des leviers qu'on puisse utiliser. Et moi, je réalise que je suis vraiment vachement ignorant, en fait, là-dedans. Et que ouais, je crois que c'est un des gros chantiers qu'on a là pour exploiter ce moment de crise, de réussir à identifier quels sont les leviers que finalement nos adversaires utilisent déjà maintenant, quoi. Et c'est pareil pour les groupes d'intérêt économique, les groupes de pression qui ont une influence énorme sur la politique et sur la façon dont la vie s'organise, parfois sur des années. Moi, je me rappelle au début qu'on avait lancé le JTR ensemble, il y avait un truc qui revenait souvent, on parlait souvent de Business Europe, qui avait ce lobby du patronat européen qui avait dépensé énormément de moyens et d'énergie dans le fait de faire freiner les ambitions de l'Union européenne sur justement le climat, la réduction de gaz à effet de serre, le développement d'alternatives plus propres, etc. Et en fait, c'est purement anecdotique, hein, mais ma copine a emménagé il n'y a pas très longtemps, pas très loin des institutions européennes à Bruxelles, et à chaque fois que je vais chez elle, je passe devant le bâtiment de Business Europe. Ah ouais. C'est pas un très grand bâtiment en fait. Okay. C'est simplement, tu as une vitrine, il est mis Business Europe. 99% des gens passent à côté de ce bâtiment sans se dire, au fond, c'est là que se prépare une partie de la déliquescence du monde, quoi. Ouais. D'où la nébuleuse du complotisme, dont on pourra peut-être parler aussi un petit peu aujourd'hui. On avait essayé de réagir, nous, au film Hold Up, toi dans une excellente vidéo, nous dans une petite lettre ouverte. Le conspirationnisme n'est pas juste une affaire de gens bêtes, malléables, à qui on peut faire avaler n'importe quoi. Pour beaucoup d'entre nous, c'est simplement ce qui nous reste quand tout a été fait pour nous rendre le monde illisible. En fait, c'est que ça se joue à rien que ce soit génial, et je le vois bien dans les commentaires sous cette vidéo, il y a plein de gens qui disent « mais je comprends pas en fait ». Je comprends pas comment tu peux dire tout ce que tu dis sur l'état du monde et critiquer le film Hold Up. Il y a un trou dans la raquette, et pour moi, ce trou est que oui, il y a des gens qui s'organisent pour construire un monde dans lequel des millions, voire des milliards d'entre nous ne trouveront pas de place, dans lequel on sera effectivement sacrifié sur l'autel du profit. Ça existe, et ça ne veut pas dire que tout était prévu d'avance et qu'il n'y a rien à faire et à attendre et à lutter. Moi, c'est ça le message que je porte, c'est en fait, ayons cette conscience que oui, il y a des gens qui s'organisent, mais ne restons pas passifs. Et comprenons que si eux s'organisent, on peut le faire aussi, en fait. Et on peut utiliser ce moment pour vivre quelque chose de largement différent. Quand on parle justement des milieux militants qui se divisent, qui ne sont pas organisés, ça peut aussi être une image, ces escaliers qui partent un peu dans tous les sens, on se croirait un peu dans une œuvre de Escher, Relativité, tu vois. On est au fond tous un peu éparpillés, alors qu'en fait on est tous d'accord pour dire qu'on veut plus de ce monde, on veut plus de ces structures, on veut plus de ce modèle, mais on passe plus de temps parfois à se disputer entre nous qu'à s'allier pour se disputer contre ce système. J'ai un exemple de ça. Ouais, vas-y. Que je trouve que j'ai vécu personnellement, parce que voilà, nous on a fait une vidéo sur les néonicotinoïdes, qui sont donc des pesticides qui perturbent complètement le fonctionnement des pollinisateurs.
Et ces néonicotinoïdes sont utilisés, ont été interdits et il y a eu une dérogation pour la betterave à sucre. Et du coup, on a fait une vidéo qui révélait comment est-ce qu'ils ont réussi à obtenir cette dérogation et en quoi elle est scandaleuse. Et une des critiques qui a été formulée de cette recommandation, c'est parce que du coup, on disait, voilà, le betterave à sucre, faut pas l'utiliser. Et dedans, on mentionnait la ronce qui proposait de saboter ces paquets de sucre-là. C'est que du coup, par ricochet, ça pouvait entraîner, spéculation, une consommation accrue de sucre de canne, qui entraîne tout autant de pesticides et tue des personnes racisées. Donc, en parlant des betteraves à sucre sans parler du sucre de canne, on avait un comportement raciste finalement, ou colonial à minima. Et là-dessus, du coup, on peut se dire, poussons le truc jusqu'au bout. Du coup, si on recommande l'utilisation du miel, on peut se faire taper dessus par les antispécistes. Mais si on dit, du coup, utiliser du sucre bio, comme ça, normalement, ça ne tue ni les espèces, ni les gens qui y travaillent, oui, mais du coup, c'est classiste. Parce qu'on ne prend pas en considération le budget limité des classes populaires. Et tout ça, moi, en fait, mon désir pour l'avenir, c'est qu'on se dise, OK, là, quand on est en train de faire ça, on se définit soi-même, on affine notre lutte et on trace des lignes importantes. Et je trouve ça important de mener une lutte qui ne soit pas coloniale, pas classiste, pas spéciste. Et par contre, je pense qu'il faut qu'on la mène ensemble. Tu vois, qu'on dise, putain, ta lutte, elle est cool, viens, tu rajoutes cette dimension-là. Parce que sinon, pendant que nous, on se tape dessus, je remarque que les industriels du sucre, ça leur fait rien, en fait. Ça ne leur cause aucun dommage que des militants se tapent entre eux. Tu sais, j'ai l'impression, si on grignote, si on fragmente des habitats d'espèces vivantes, c'est parce qu'on est juste aveugle à elles. J'ai lu le bouquin de Baptiste Morisot qui est hyper bon là-dessus, qui s'appelle « Manière d'être vivant », et dans lequel il explique bien que, en fait, je fais des parallèles avec la crise actuelle et où je me dis, fondamentalement, quand on parle de la destruction des habitats qui va créer d'autres pandémies, réellement, ce qu'on regrette, c'est que ça va impacter la vie des humains sur cette Terre. Parce qu'en fait, on habite la Terre, mais on ne cohabite pas avec toutes les autres espèces qui sont présentes. Il parle de cette étude nord-américaine, où il demande à des enfants entre 4 et 10 ans de nommer les marques qui correspondent à 1000 logos. Et ils n'ont aucun souci, ils sont méga experts, il n'y a pas de souci. Par contre, nommer juste 10 espèces vivantes qui sont dans l'environnement où ils habitent, ils en sont incapables. En fait, du coup, à partir du moment où on ne les connaît pas, on ne sent pas qu'on en dépend, et du coup, on ne leur doit rien. Donc, on les détruit finalement. On les détruit même pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on est juste aveugle à elles. Et je trouve que ce qui est en train de se passer là, par exemple, encore une fois, les néonicotinoïdes, c'est exactement ça. En fait, on va parler de la betterave à sucre, qui justifie de prendre des risques sur les populations de pollinisateurs. En fait, même quand on lutte contre ça, on lutte contre l'agro-industrie, contre les pesticides, on lutte même pour les abeilles, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on est en train de prendre conscience que ce pourquoi on lutte, c'est le printemps? Parce que les pollinisateurs, ils font le printemps. Ils font les fleurs, ils font que ça se reproduit. Et sans eux, c'est un désert. Alors quand on est là à dire, voilà, la dernière bataille contre les néonicotinoïdes se joue au Conseil d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Conseil d'État il nous dit, désolé, le printemps c'est terminé, on va dire, dommage, tant pis. Et en fait, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et quelque part, une des solutions qu'on a, et peut-être une des manières, dont on peut utiliser ce temps peut-être mort des mobilisations, c'est de construire une nouvelle manière d'être vivant, une nouvelle manière d'habiter cet espace pour pouvoir mener des luttes qui sont beaucoup plus incarnées, en fait, qui sont beaucoup plus réelles. J'avais rencontré un gars qui me disait, non mais en fait, le moment où tu commences à dépendre du châtaignier pour te nourrir, si quelqu'un se ramène et dit « Ouais, en fait, le châtaignier, il prend un petit peu de place par rapport au parking » et qu'il veut le couper, mais là, tu vas le défendre parce que tu en dépends, en fait, parce que tu as une relation avec ce châtaignier que tu n'avais pas avant. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, je trouve. C'est pour ça qu'on aime bien définir l'écologie en parlant d'un rapport sensible au monde. On dit l'écologie, pour nous, c'est un rapport sensible au monde. C'est une façon de se représenter dans ce monde en essayant de le voir, de le vivre, de le ressentir. C'est l'idée aussi, tu parlais tout à l'heure d'environnement. Effectivement, quand on considère que le vivant, la planète, c'est un jardin dans lequel on évolue, un jardin même qui peut devenir un parking, que c'est un certain nombre de
ressources dont on dispose et qu'on doit gérer en bon père de famille, que c'est simplement le théâtre dans lequel se met en scène la comédie humaine. C'est simplement l'environnement, c'est le décor en fait, c'est le paysage. Voilà. Mais il n'y a plus cette notion... On voit pas la vie qu'il y a dedans. Oui, on ne considère pas qu'on on en fait partie et qu'on est au fond ni plus ni moins important que le végétal, que le minéral, que l'animal, enfin qu'on fait partie de tout ça, quoi. Mais c'est là où je trouve ça génial. Moi, j'ai envie de fabriquer une émission, juste de 1 heure, dans laquelle on mettrait un économiste face à un biologiste. Et on leur demanderait d'expliciter leur postulat de base pour comprendre le monde. Parce qu'il y a une vidéo qui est excellente de la chaîne Eureka là-dessus, qui sait que dans le mouvement écolo, on parle beaucoup d'effondrement, et aller chercher du coup comment les économistes ont traité cette notion d'effondrement. Et il a mis en avant les postulats de base qu'ils utilisent pour comprendre le monde et pour faire des choix. Et un de ces postulats de base, c'est que toute ressource est interchangeable. C'est-à-dire que le moment où les abeilles n'existeront plus, c'est une ressource dont on dépendait, certes, elle n'est plus compétitive. Eh bien, elle sera remplacée automatiquement par une nouvelle ressource. Grâce à quoi ? L'innovation. Et c'est là où, en fait, ils arrivent à prétendre que leur modèle ne nous mène pas vers un effondrement, alors que si, en se cachant derrière cette recette miracle qu'est l'innovation. Et c'est là où je pense qu'un biologiste pourra leur dire non, en fait, tes drones ne vont pas réussir à remplacer le printemps. C'est-à-dire que tu ne vas pas fabriquer le printemps avec des drones pollinisateurs. Tu vois, c'est pas possible. Tu vas pouvoir peut-être les faire pour ta culture d'amandier, mais pas pour le vivant dans son ensemble. Or, si tu as un désert tout autour de toi, ta culture d'amandier, elle ne fonctionne pas. De même que la jeunesse, hein. Aujourd'hui, on voit une jeunesse complètement délaissée. Il y a une détresse étudiante terrible, simplement parce que la jeunesse, on ne la connaît pas, on ne s'intéresse pas à elle. Quand des jeunes se réunissent dans un endroit pour faire une ZAD, que parfois certains abandonnent leurs études pour se consacrer pleinement à la défense d'un patrimoine naturel extrêmement précieux, à la défense d'une zone extrêmement importante pour la biodiversité, qu'ils lâchent tout pour s'installer parfois dans les bois pendant 1 an. Et qu'en fait, on leur répond avec la répression, avec les bulldozers, on détruit leurs cabanes, on les écoute pas. Enfin, Tout à l'heure, on parlait du mouvement climat, on parlait de... Qu'est-ce qu'il en reste, en fait, de ce mouvement climat ? Ben, moi, je me demande où sont tous ces jeunes qui ont déferlé dans les rues de Bruxelles, de Namur, de Paris ou d'ailleurs. Ils sont confinés dans leur petit appartement. Qui était fait pour être un dortoir devient leur prison, quoi. Ils sont contraints. Ils sont contraints par le gouvernement, par toutes les mesures qui ont été prises. Ils sont isolés et on les a mis quelque part sous vide. Et on a bien serré la cocotte minute. Et dans un bouquin de communication non violente qui a été rédigé par Thomas Dansbourg qui dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai », il dit qu'il y a 2 réactions à une cocotte minute que tu serres comme ça, surtout si tu laisses le feu qui chauffe bien en dessous, quoi. Soit tu exploses dans la violence, soit cette violence, tu la retournes contre toi-même et tu imploses. Et c'est ça qu'on est en train de voir dans la jeunesse. Malheureusement, la jeunesse est tellement isolée les uns les autres que c'est Usul qui parle bien de ça, que les syndicats sont pas la ressource principale qu'on entend aujourd'hui dans les médias et peut-être pas la ressource vers laquelle les jeunes se tournent pour être entendus et pour faire groupe derrière leurs revendications. Et bien du coup, ils se retrouvent tout seuls et ils implosent dans la déprime, dans même le suicide. Là où quelque part, il y aurait une forme de sublimation dans des émeutes de la jeunesse qui dirait en fait c'est fini, genre ça ne tient plus, il y a des questions qui doivent être posées et elles sont urgentes. Moi j'aurais vraiment envie de leur dire à tous ces jeunes de juste envoyer péter en fait le truc. Je pense que le récit tient plus, je pense que les promesses qui les font être vissés sur leur chaise d'étudiants passifs pendant des années encore de leur vie, elles ne tiennent plus non plus. Donc qu'ils se lèvent et qu'ils se cassent. C'est pas le même slogan, mais il s'applique aussi parce qu'il y a besoin d'une rupture en fait. Et ils sont dans une position où ils ont déjà presque tout perdu, donc qu'ils aillent mener cette lutte, quoi. On a besoin d'eux à ce moment-là. C'est un petit peu ce qui s'est passé de manière magnifique. On parle justement aujourd'hui à un moment particulier parce que la ZAD d'Arlon est en train de se faire démolir. Ouais. Au moment où on parle, des bulldozers sont en train de détruire les cabanes. C'était une ZAD particulièrement jeune. Nous, on y a croisé énormément de jeunes de milieux différents, d'endroits différents, qui se sont rencontrés là, qui se sont aimés là, qui ont construit des amitiés là, et qui, justement, sur une lutte, sur des conditions difficiles. Enfin, une ZAD, c'est pas tout rose. Il y a parfois des moments extrêmement conflictuels parce que les conditions sont difficiles. Ouais. Mais il y a aussi des moments de joie, d'une beauté extraordinaire. Des moments de communion comme ça, de rencontres et d'échanges qui en fait pourraient, je pense, je m'avance un petit peu, mais sauver beaucoup de jeunes aujourd'hui de la détresse et du suicide, justement. Tu leur proposes de fonder des ZAD plutôt que de se tuer.
c'est parfois dans la confrontation avec un modèle duquel on veut plus, dans lequel on veut pas vivre, qu'on retrouve finalement ce sentiment d'être vivant. Mais nous, on avait dit dans une vidéo que la ZAD, c'était pour nous une œuvre d'art totale. La ZAD, c'est une œuvre d'art totale, c'est comme le cinéma. C'est-à-dire que dans un film de cinéma, tu as de la mise en scène, du jeu, de la musique, des décors, des costumes. Toutes les disciplines peuvent s'exprimer dans un espèce de grand tout, harmonieux, plus ou moins en fonction des films. C'est pas sûr pour les derniers films de Christian Clavier. Mais une ZAD, c'est ça, l'écologie, en fait. Non seulement on résiste à la destruction d'un espace naturel précieux, concrètement, pas juste symboliquement ou en essayant de faire de la communication autour de ça, on en fait aussi, mais en plus on le protège physiquement jusqu'au jour où on nous envoie évidemment l'armada. Et sur place, on invente de nouvelles façons d'habiter, avec les cabanes, avec la récup, on invente de nouvelles façons de gérer les conflits, de nouvelles façons de s'organiser, de discuter, de se dire tiens mais on va faire une cabane, est-ce qu'on va la faire là ou est-ce qu'on va la faire là? Enfin bref, de gérer la vie en commun, en fait, de gérer l'espace duquel on dispose, on se réapproprie l'espace et le temps. Et puis même à Arlon, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que ça... sur le long terme, et c'est pour ça que je dis, je suis pas certain que ça soit vraiment un échec, de manière un peu plus diffuse, un peu plus globale dans cette commune, ça a repolitisé les gens en fait. Parce que qu'on soit pour ou contre la ZAD, du coup les gens se causent. Enfin, ils se parlent des enjeux urbanistiques de leur commune, ils se parlent des enjeux d'aménagement du territoire. Là maintenant, il y a un projet de golf à Arlon, directement des citoyens s'en emparent. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est, pour en revenir à la jeunesse, c'est quelle jeunesse ces gens vont fabriquer en fait. Parce qu'à force de réponses répressives, violentes, à force de réponses comme ça, où en fait on vient les niquer, hein. Il y a des rêves, il y a des espoirs, il y a une énergie qui se déploie du chef d'une jeunesse qu'on décrit parfois comme un petit peu assommée, hors du réel, trop dans les écrans, etc. Mais là, ils sont vivants, ils imaginent des choses, ils se projettent des choses, ils défendent des choses, et on leur répond par des bulldozers, on leur répond par la répression, mais après, il ne faut pas s'étonner s'il y a des trucs qui crament, quoi. Et je ne défends pas ça, j'appelle pas à ça, mais fondamentalement, s'il y a des jeunes qui n'en peuvent plus, qui se radicalisent, qui veulent plus entendre un seul mot de la bouche de n'importe quel politicien que ce soit, hein, qui juste simplement vomissent ce monde-là, vomissent ce système, vomissent les gens qui l'incarnent, il ne faut pas s'étonner, en fait. À un moment où on nous bombarde des constats les plus alarmants sur la déliquescence du monde, sur la destruction du vivant, sur les risques de pandémies qui se multiplient. Et maintenant, la pub. C'est toujours comme ça en vrai. C'est comme ça qu'on leur parle de ces sujets-là. On leur dit, ok, il y a tous ces rapports-là qui sont en train d'être faits. Et maintenant, le marché de Noël se passe bien à Mulhouse. Moi, je pense que, tu vois, cette jeunesse que tu dis, voilà, bon, elle va péter un câble, elle va partir dans la violence et tout. Et ce sera entre autres parce qu'il n'y aura pas eu de débouché possible. Et moi, je me dis, il y a une des contraintes, moi, qui commence à vraiment me peser en France dans le climat de mobilisation, c'est les élections présidentielles de 2022. C'est comme si là, d'un coup, il y a l'année 2021. 2020, voilà, c'est que les défaites. Le monde d'après qui ne se réalise pas. 2021 est une sorte de parenthèse avant 2022 et les élections présidentielles. Et moi j'ai déjà fait tellement de vidéos où je disais je trouve aberrant que la vie politique de notre pays soit rythmée tous les 5 ans par un débat pour savoir quel mollusque on met à la place sur le trône. Par un spectacle, en fait. Par un spectacle, et qui ne permet même pas, d'ailleurs, souvent qui se traduit par du qui gagne, qui perd, et pas quel monde on construit, évidemment, pas un débat d'idées. Oui, c'est limite pas beaucoup plus subtil que Top Chef. Non, et qui, en plus, je trouve, polarise le monde militant parce qu'il faut choisir entre ceux qui vont voter et ceux qui vont pas voter. Et je trouve qu'il y a un entre-deux qui est à construire. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on pense en dehors. Je crois que maintenant, on sait que dès qu'on nous met des idées hyper polarisées, il y a une société qui est de plus en plus polarisée. Si on veut réussir à en sortir, il faut qu'on pense en dehors. Un de ces en dehors qui m'a été amené par un militant anarchiste, c'était assez chouette. Il m'a dit, en fait, les élections présidentielles, moi, toutes les élections, je vote, pas parce que je leur délègue mon pouvoir, je ne joue pas ce jeu-là. Moi, je suis militant et je me bats toute l'année, mais parce que je choisis mes adversaires. C'est la logique du pragmatisme, quelque part. C'est de dire, ben oui, effectivement, on a décidé de ne pas se battre sur ce front-là, principalement, mais quand il faut, quoi. Ouais. Enfin, tellement... Oui, et en même temps, le pragmatisme, je le vois vraiment pas très présent dans le monde politique, parce que, genre là, par exemple, tout le monde dit « Oh mon Dieu, ça va être horrible, on va avoir le FN et En Marche au second tour ». Il y a plein d'initiatives qui visent à réunir les gauches.
Mais c'est chacun pour sa gueule encore, quoi. Parce que chacun a le droit à son ticket, parce que chacun a le droit de tenter telle ou telle chose et tout. Alors que putain, mais la conséquence, elle est tellement dramatique. Moi, j'avoue, je flippe, quoi. Moi, si le FN est au pouvoir, je viens vivre en Belgique, hein, je pense. Ah bah, tu trouveras toujours de la place sur le mauvais clic-clac. Voilà. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé. Il y a eu cette fameuse grande soirée de l'extrême droite et de la droite extrême sur France 2, le débat Darmanin-Le Pen, qui était vraiment une opération de communication politique, en tout cas surtout pour Darmanin. Je veux dire, c'est dans un moment comme ça qu'on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas d'idée, qu'il y a juste de la stratégie. Et il y a un moment, il est un petit peu sorti de la stratégie, il est un petit peu sorti, je pense, de ce qui avait été prévu avec les communicants. À un moment, il dit... Il faut travailler pour le prochain débat présidentiel parce que vous serez encore de juger approximatif. Ah donc vous la voyez déjà au deuxième tour. Et là, tu sens qu'il est un peu gêné parce qu'en fait, il vient d'avouer à tout le monde que lui a déjà prévu qu'elle serait au second tour et qu'elle serait face, évidemment, à Emmanuel Macron. Wow. Donc pour eux, c'est déjà joué d'avance. Pour eux, la démocratie, c'est vraiment un décor. C'est un peu comme les Lumières. Mais quand on critique l'université parce que des universitaires sérieux font un travail pour dire que l'islamo-gauchisme, ce n'est pas un concept pertinent et qu'après, tout à coup, les Lumières, on ne sait plus où elles sont. L'université, elle est poreuse et elle est corrompue politiquement. Là, il y a vraiment quelque chose de super inquiétant. Non mais mec, c'est là où, franchement, c'est là où on met, nous, sur Partagez Sympa, on met vraiment de l'énergie à essayer de traiter les gros sujets qui, on le pense, vont définir notre avenir, dont cet enjeu de la dette, du remboursement de la dette, des politiques d'austérité qui arrivent. Moi, je suis fasciné de voir qu'ils arrivent à définir les termes du débat autour de ce mot islamo-gauchiste, qui effectivement est complètement polarisant et n'aide pas à penser, et qui est fabriqué de toutes pièces et qui n'a même pas de réalité tangible, de manière à effectivement créer un bon bloc bien clair dans lequel on affronte l'extrême droite et la République en marche. Mais derrière, c'est affligeant. Moi, j'aurais envie de plein de manières que notre réaction première n'est pas de dire « Ah, quand même, c'est abusé qu'ils emploient ce terme », c'est de dire « Mais on s'en branle actuellement !» On va dans le mur et vous nous parlez de ça, mais d'un terme, d'un jugement sur une petite fraction de la population, alors que vraiment, il y a maintenant 8 millions de Français qui vont à l'aide alimentaire. Je veux dire, l'enjeu, il n'est pas là, quoi, aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut rompre d'une manière ou d'une autre avec ce truc-là. Et moi, vraiment, j'ai pas la solution à ce niveau-là. Je sais pas comment est-ce qu'on peut réussir à imposer notre débat. Les seuls qui ont réussi, je trouve, de manière admirable à imposer leur débat, dans cette période qui était la sortie du confinement, c'est le mouvement Justice pour Adama, qui ont dit, en fait, les gars, on va plus attendre. Il y a une urgence absolue à ce qu'il y ait une justice dans ce pays et que des policiers ne puissent pas tuer impunément quelqu'un sans que la justice soit rendue. Et que ça soit sérieux. Voilà. Et qui ont réussi là où tout le monde, vraiment, dans le mouvement écolo, se disait, il n'y a rien qui peut faire. On peut rien faire. On peut pas faire de mobilisation. C'est trop bouché, trop d'incertitudes, machin. Eux, ils l'ont fait et ils ont porté ce message-là. Il y a eu énormément de gens qui se sont bougés dans la rue. Tu sais, Félicien, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je suis pas dans un moment de ma vie comme d'autres que j'ai traversés, comme peut-être le moment où on s'est planté, où j'avais une telle confiance dans le fait qu'on pouvait faire terriblement mieux et que si on faisait mieux, ce serait ça changerait tout. Là, j'ai l'impression que l'humanité a passé un examen et qu'elle l'a salement manqué, qu'il y a, un peu comme en 73, une opportunité de renverser la table et qu'on l'a pas du tout renversée et qu'on a accéléré. Je continue de croire que les actions directes sont hyper intéressantes et c'est pour ça que j'en ai fait un top 10. Mais oui, c'est stimulant, tu vois. Imagine, t'es dans cette réunion et là, il y a quelqu'un qui dit « Bon, il y a un projet de TGV à grande vitesse qui va traverser Londres. » Et là, plutôt que de dire « Qui lance la pétition ?», il y a un type qui dit « Moi, je vais creuser un tunnel. Il va faire 20 mètres et il va empêcher le truc. » Tu vois, le niveau je sais pas, de stimulation, d'imagination qui a eu lieu pour que cette situation existe, moi je trouve ça trop stylé. Et je continue de croire qu'il le faut. C'est ça qui crée le temps politique, c'est ça qui crée l'agenda, le fait qu'on avance. Mais derrière, j'avoue que le endgame, celui de réaliser les grands objectifs comme le Rojava ou le Chiapas, je trouve, par plein de côtés, il nous échappe, quoi. Ce temps est révolu et je sais pas comment avancer à partir de là. Je pense qu'il faut sortir de ce fantasme du grand soir. Il n'y aura pas de
de moments propices où tout le monde nous rejoindra et où on construira ensemble un monde meilleur. Si tu veux, on peut s'asseoir. Moi, je vais te dire comment j'imagine l'avenir. Mais j'imagine en fait un capitalisme encore plus radicalisé, technologique, abouti dans tout un tas d'espaces qui seraient de plus en plus administrés, de plus en plus automatisés et qui auraient embarqué une bonne partie de l'humanité avec lui. Et j'imagine aussi de plus en plus de poches de résistance en fait, de gens qui ne veulent pas de ce modèle-là, qui ne veulent pas de cette civilisation technologique où nous ne sommes plus que des variables d'ajustement, nous sommes des espèces de chiffres, de ressources remplaçables, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se fondre dans la logique de l'outil, dans la logique de la machine, qui considèrent que les outils sont encore des outils et qu'il n'a pas remplacé la finalité de l'aventure humaine. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont simplement envie de choses réelles, de choses vivantes, de poils, de peau. Quand tu parlais d'action directe, de façon de lutter, tu évoquais le Rojava, le Chiapas. Je crois que ce sont des luttes super intéressantes, super inspirantes. Ce qu'il faut dire sur le Chiapas, notamment, c'est qu'eux ont résisté au bon moment, ils ont réagi au bon moment. Au moment où les logiques libérales allaient s'installer sur leur territoire, eh bien, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, quoi. Et en fait, c'est une lutte qui est perpétuelle. Encore aujourd'hui, ils doivent se défendre de cette installation et de ce rapport au monde. Un certain nombre de problèmes dans ce pays sont liés à la globalisation. Globalisation déguisée par le gouvernement qui nous dit que l'on aura tous droit à tout. Éducation, santé, égalité de droits pour les femmes, les enfants et les vieux. Et ceci n'a pas lieu. C'est ce qui est en jeu et pourquoi on lutte. Là où nous, on est dans un territoire conquis, et c'est pour ça que tu penses plutôt à des poches de résistance à l'intérieur, là où on arriverait à percer à coups d'acide un espace de liberté dans ce monde-là, c'est ça ? Les structures autour de nous rappellent aussi justement ces rapports de force, ces coercitions, le fait qu'on est coincé en fait, que le capitalisme, il n'est pas juste dans les céréales qu'on mange le matin, en fait, il est en nous, il est même parfois dans nos rapports aux autres, il est dans notre communication. L'autre jour, Facebook a annoncé qu'il ne voulait plus faire de politique, mais sauf que Facebook était devenu la plus grande agora humaine et que beaucoup de choses politiques se faisaient sur Facebook. On est bien placé pour en parler. Facebook peut décider en un claquement de doigts que nous n'existions plus, par exemple. De fermer une page. Ouais. De fermer une page, de dépolitiser encore plus, de déresponsabiliser, de déposséder encore plus les gens de leur sort, de leur vie, de la politique, d'être de plus en plus en fait abrutis, d'être de plus en plus dépossédés, volés de nos conditions matérielles d'existence, de nos possibilités d'avoir un impact sur nos vies simplement et de s'organiser. Ça me fait penser à deux choses, parce que justement, ces possibilités de s'organiser, d'avoir du pouvoir sur nos vies, je pense que c'est un des biais, un des retours de bâton du travail qu'on a accompli depuis 5 ans, qui était de rendre le militantisme cool. Et ben, j'ai l'impression qu'on l'a presque rendu trop cool, au sens où il m'est arrivé là dans mon environnement proche que les gens n'aient pas envie de faire de réunions en fait. Ils ont envie de faire des actions. Ils ont envie de faire de l'action de désobéissance, ils ont envie de mettre le caillou dans la machine, mais ils n'ont pas envie de faire les réunions préparatoires. Or, on sait très bien, toi et moi, que pour créer une ZAD, pour créer un espace de résistance, pour réussir même juste à créer un squat, en fait, il faut le préparer, ça se prépare, ça se réfléchit, ça se pense de manière à être résistant. Et c'est pas toujours cool. Et c'est pas toujours cool, voilà. Il y a les deux, et en fait, c'est presque un réapprentissage qu'on va avoir à faire. Et moi, ce à quoi ça me faisait penser aussi, c'est que dans ce rouage, dans cette roue de hamster, moi, c'est vraiment la pensée que j'ai tout le temps, quoi, d'être dans la roue de hamster. Un des trucs qui est surpuissant, c'est de ralentir, c'est de rien faire. Et il le faisait déjà, c'est ça la grève en fait. Tu t'arrêtes, mais pas pour... Tu arrêtes de produire, tu arrêtes d'être l'outil de production, mais ça crée un espace pour plein d'autres possibles. Et je pense que c'est un truc dont on a besoin maintenant. Voilà, je pense qu'on n'est pas tout seul à faire le constat d'être un petit peu perdu sur comment avancer, de se raccrocher un peu aux branches. Plutôt que d'essayer de courir le plus vite possible, là c'est peut-être le moment justement un peu de penser nos plaies, de créer des espaces où on ne fait rien, peut-être où on se retrouve quand même pour échanger, mais où l'urgence n'est pas de faire en fait. Là, il va y avoir le retour du printemps. Je pense que de plus en plus de gens vont avoir besoin et envie de sortir de chez eux, que ce sera même plus négociable en fait. Ouais. La rencontre,
Et la politisation, c'est vraiment la clé justement de la création de ces poches de résistance dont on parle. Bon là, ici, on est dans ces structures. On voit le ciel bleu poindre de l'autre côté de la fenêtre. On n'a pas encore trouvé la sortie de ce bâtiment. On ne sait pas encore comment on va sortir d'ici, de ce labyrinthe. Mais par exemple, on pourrait très bien imaginer de creuser un tunnel, justement. On pourrait très bien imaginer, un peu comme les femmes du Rojava l'ont fait, face au fascisme de l'État islamique, sur vraiment un tas de fumier, elles ont fait pousser des fleurs. Je pense que tout ça doit nous inspirer. Mais il faut quand même qu'on prenne conscience du modèle dans lequel on est, des rapports de force. Et moi, j'aimerais rendre hommage, encore une fois, aux Gilets jaunes. Là, ils ont pris vraiment une violence et une répression sans précédent dans la figure. Le Covid et la gestion de crise, évidemment, vient parachever tout ce travail de sape. Mais ce sont des gens qui, par simplement l'action, le fait de sortir de chez soi, ont créé des espaces de rencontre, ont occupé des ronds-points, ont fait la cuisine ensemble, ont créé des amitiés. Il y a un collectif ici en Belgique qui s'appelle les acteurs et actrices des temps présents. Ils ont une expression que j'aime beaucoup qui s'appelle « faire pays dans le pays ». C'est-à-dire d'imaginer des lieux où on rencontre, où on vit, où on s'aime, où on construit des amitiés, que parfois les amitiés, et même, je vais te le dire, toujours, les amitiés sont beaucoup plus solides que les rapports militants. On s'organise avec un tel, on se retrouve tel jour à telle heure, mais en fait, on ne se connaît pas. Faut d'abord être amis, quoi, presque. Il faut d'abord être amis, et je pense que justement, à tous les jeunes dont on parlait tout à l'heure, qui sont claquemurés dans leurs petits espaces, dans leur cage à poules, qui sont justement atomisés dans cette espèce d'hyper-individualité morose, créer de la rencontre, créer des espaces de rencontre, créer des amitiés, et aller foutre le bordel ensemble, je pense que ça peut être une bonne piste à suivre pour les mois et les années à venir. J'ai hâte de voir le printemps s'il se réalise comme tu le souhaites. En tout cas, malgré les structures qui nous enserrent, et même si on n'a pas encore tout à fait trouvé la sortie de ce labyrinthe, on va continuer à péter des murs et à creuser des tunnels. Et s'ils détruisent des cabanes, on va les reconstruire. Effectivement, on peut toujours reconstruire et on peut toujours créer de nouveaux espaces dans lesquels se rencontrer. J'espère que cette discussion, elle vous a plu. Ouais. J'espère qu'elle t'a plu à toi, Vincent. Moi, j'ai adoré. Je pense que c'est ce genre d'espace de dialogue où on prend un petit peu notre temps, dont on a besoin. Je le souhaite à chacun. Il y a plein de choses super intéressantes à aller voir dans la description, parce que nous sommes des ignares. Hein. Il faut savoir qu'on lit très peu. Dans la description, par contre, il y a toutes les choses qu'on aurait aimé lire pour être un peu plus intelligent. Donc vous pouvez être plus intelligent que nous en allant dans la description. Je rajoute quand même qu'il faut essayer de prendre soin les uns des autres. Et une des manières de prendre soin de cette personne et de toutes les autres personnes qui ont bossé à faire cette vidéo, c'est d'abord de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Évidemment, ce contenu, il est chouette, donc abonnez-vous. Et puis, si vous avez les moyens, vraiment, faites un petit don sur leur Tipeee, du billet vert. Ils n'osent pas vous demander, ils sont trop timides. Mais ça change la vie, en fait, de savoir que tu peux compter chaque mois sur une aide de la communauté parce que tu as rendu service en te démenant et en te gelant dans un bâtiment abandonné. Bah voilà, faites-le si vous en avez les moyens. ZAD de partout. Justice nulle part, non. Bon, on est bon ?